européenne, moi. La participation au gouvernement, avant de débattre. Ne mélangeons pas les choses. Et dans le cadre de l'égalité du temps de parole, principe constitutionnel surveillé par le CSA, je reçois Jacques Cheminade pour la deuxième fois en quelques jours, mais cette fois peut-être plus longuement et plus paisiblement, puisque vous étiez venu à un moment où l'actualité dramatique des événements de Toulouse avait perturbé un petit peu nos échanges. Vous êtes président de Solidarité et Progrès, et je le rappelle évidemment, candidat à l'élection présidentielle. J'ai lu votre livre et j'ai lu votre livre programme avec ce grand chantier pour demain dans lequel vous rêvez ou vous essayez d'évoquer un monde sans la City ni Wall Street. Alors, Wall Street, on comprend. La City, il y a une dimension anti-britannique dans vos... Enfin, anti-City, en tout cas. Et je me demandais, sans faire de psychanalyse de bazar, mais vous avez eu quoi? Un traumatisme avec votre prof d'anglais en 6e? Ça remonte pas du tout, j'avais un prof adorable. Ça remonte à quand, cette méfiance comme ça des Anglais? C'est pas une méfiance des Anglais. J'aime beaucoup les Anglais et leur humour, souvent très supérieur à celui des Français. Ce que j'aime pas, c'est la City. C'est-à-dire, c'est la grande lessiveuse du monde, de l'argent sale, de l'argent douteux, de tous les trafics. Et on l'a vu récemment lorsqu'une grande banque de la City a été épinglée. C'est la banque qui finançait tout l'argent de la monarchie britannique depuis longtemps. Il y a tout cet élément trouble dans la City qui est celle d'une vision d'empire et de gestion d'empire. Alors, il y a eu un excellent film sur la 5, le 18 octobre, La City, la finance en eau trouble, de Verboux. Et ça donne une très bonne idée de ce que c'est. C'est, d'un côté, le domaine financier et tenir l'économie par les finances, tenir le monde par les finances, et de l'autre côté, l'intimidation culturelle. Oscar Wilde, par exemple, a été victime, c'est ça, c'est cette intimidation culturelle. Enfin, depuis Oscar Wilde, il y a eu quand même les Beatles et tout, enfin, il y a eu les Britanniques les Beatles, ont peu de choses, mais il y a eu aussi la manipulation par une contre-culture des gens, c'est-à-dire les mettre dans un présent, dans une société émotionnelle, dans une société de l'instinct et de l'instant, dans le court terme d'une culture qui correspond au court terme financier, et de plonger les gens dans une sorte de présent émotionnel dans lequel ils ne voient plus à long terme et ils n'ont plus de possibilité d'avoir, je dirais, une vision ou ce que j'essaye d'apporter, une utopie positive. Alors, l'utopie, vous n'en manquez pas. Il y a un côté Cyrano de Bergerac chez vous, parce que je me suis longuement attardé sur le dernier chapitre. Enfin, c'est d'ailleurs le dernier chapitre de votre livre, mais qui est en fait la reprise d'un papier de 2005 qui avait servi de base à votre campagne 2 ans après, sur l'espace et la conquête de l'espace. Et vous partez en effet d'un paradoxe. Vous dites, quelle drôle d'idée de s'occuper de l'espace alors qu'on est dans une société où le descenseur social fait plutôt descendre que monter. Pourtant, vous dites, c'est vraiment la base et le point angulaire de tout mon programme. D'où vous tenez ça? Alors, dans l'époque Kennedy-Gagarine, évidemment, il y avait des aspects guerre froide. Mais il y avait aussi un aspect de voir avec les yeux du futur. Et vous savez, sans cette politique de l'espace à l'époque, on n'aurait pas eu le cœur artificiel, on n'aurait pas eu l'ordinateur, on n'aurait pas eu le portable. Il y a une contrainte que met la dimension d'aller plus loin, la dimension physique d'aller là où on ne sait pas. Et ça met une contrainte et l'être humain est obligé de créer. Ça, c'est pour moi l'espace. Donc ça va beaucoup plus loin maintenant. C'est lié à ce que vous disiez à l'instant. Ça oblige une vision au long terme et même au très long terme. Donc ça prend une part de générosité. La civilisation de l'immédiateté que vous dénoncez. C'est cela. Et en plus, c'est qu'on n'ira pas sans comprendre des lois de l'univers qu'on ne connaît pas. Parce que les radiations dans l'espace, c'est dangereux. On ne peut pas aller en Mars en 39 jours ou 6 mois ou je ne sais pas quoi. Il faut essayer d'aller plus vite. Donc ça pose tout le problème des moteurs. C'est très intéressant parce que le développement de ces moteurs a des retombées sur des choses qu'on peut faire sur Terre. Et ensuite et surtout, si on met un observatoire sous la Lune dans les conditions de la Lune, on pourra voir les planètes, ces fameuses exoplanètes, et on pourra voir s'il y a des terres ou d'autres terres ou pas. C'est ce que vous appelez une économie isotopique, c'est-à-dire vous partez du postulat. Non, mais parce qu'il faut y aller sur la Lune, sur Mars, etc. Oui, bien sûr. Parce que vous proposez aussi de coloniser Mars, quand même. Coloniser, non. Je propose d'aller y voir et de voir d'abord les conditions dans lesquelles ce qui s'est passé là-bas, qu'on ne sait pas très bien, et de comparer avec l'histoire de la Terre, et de mieux connaître l'histoire de la Terre. Et puis, aussi de voir plus loin, on peut aussi voir plus loin depuis Mars, puis progressivement, de voir si on peut y faire quelque chose. Ça sera très difficile, parce qu'il y a une attraction insuffisante. Y faire quoi? Il y a l'idée d'aller y voir, d'aller plus loin et de marquer un pas vers, un peu comme quand on a découvert l'Amérique, vers quelque chose de différent.
Alors, c'est l'Amérique, je dirais, des 2 générations à venir. Je reviens sur l'économie isotopique parce que c'est quand même le postulat, c'est la récupération de tout ce que sont les déchets nucléaires, etc., dont vous pensez pouvoir transformer en une sorte de combustible qui permettrait aux fusées d'aller si loin. Chimiques, mais pas les mêmes propriétés physiques. Donc de voir comment, oui, on peut explorer tout ce domaine. Et vous savez, du nucléaire, il y en a partout. La question, c'est comment ajuster l'instrument. C'est un peu comme un accord d'un piano. Donc il faut voir comment la science peut amener l'être humain à exploiter les principes physiques de l'univers sous forme de technologie. Alors c'est là ce qu'on pose toujours la question. Moi je dis, des formes de technologie où on peut produire davantage avec moins d'êtres humains, moins de surface et moins de matériel amené. Alors ça veut dire évidemment la densité. Et cette fameuse idée de densité que pratiquement on n'enseigne plus en classe et que Marie Curie essayait d'enseigner à ses élèves comme une des premières notions. Alors, quand vous partez de cette idée, alors elle est en effet plutôt réjouissante pour l'humanité, qu'on arrive à transformer les déchets des réactions de fission et de fusion nucléaire en une forme de carburant intergalactique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les programmes qui aujourd'hui proposent de réduire l'industrie nucléaire sont suspects à vos yeux. Ils tournent le dos, en tout cas, à cette ambition. Mais ils relèvent d'un pessimisme culturel qui est le pessimisme de l'époque, où on extrapole au lieu de penser qu'il y a des moments où des bons peuvent être accomplis. Alors, c'est des bons dans la science, et on ne sait jamais s'ils seront accomplis. Mais il faut créer les conditions et l'environnement dans lesquels ils pourront l'être. D'où toute la politique d'éducation. Oui, mais la propulsion thermonucléaire des fusées qui, d'après vous, permettrait de réduire le temps de voyage entre la Terre et Mars, c'est même plus du long, c'est du très très long terme. Ça. 2 générations. 2 générations. 2 générations, oui. C'est ce que dit Jean Robieux, qui est celui qui a découvert la fusion par laser, que c'était possible, que personne ne voulait financer. Le général de Gaulle lui-même a dû prendre la décision de l'aider. Et après, je crois une seule personne qui sortait des normes l'a compris en France, c'est Hubert Curien. Mais quel type d'effet ça aurait sur aujourd'hui des électeurs qui sont peut-être plus préoccupés par leur pouvoir d'achat, par le fait de trouver un boulot. Voilà. Alors, ça. Comment vous mettez les deux en liaison? Là, on avance sur 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est de dire on a une économie qui porte au court terme et qui fait tourner l'argent sur l'argent, comme disait un jour François Mitterrand, sans jamais rien faire pour l'arrêter. Et cette économie du court terme est alimentée par les spéculations sur les marchés qui sont devenues de plus en plus folles. Et vous savez, c'est à Londres que Margaret Thatcher, en octobre 86, a dérégulé, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire enlever toute réglementation, on pouvait faire tous les montages qu'on voulait. Et elle disait, Tina, il n'y a pas d'alternative. Donc, there is no alternative. Donc, à partir de ce moment-là, les Américains sont arrivés à Londres et ont spéculé depuis Londres. Puis c'est passé aux États-Unis et Lawrence Summers, le conseiller d'Obama au départ, a fait démanteler le Glass-Steagall. Alors, qu'est-ce que c'était ce Glass-Steagall de Roosevelt? C'est ce que nous avions à la Libération. C'est pas américain, c'est aussi français. C'est séparer d'un côté les fonctions d'affaires, de spéculation sur les marchés et les fonctions d'une banque de dépôt et de crédit. Le dépôt pour gérer l'épargne des ménages et le crédit pour faire des crédits à l'économie. Et pour moi, l'économie, ce n'est pas l'épargne, c'est le crédit, c'est le pari sur le futur. Et là, évidemment, les banques ne le font plus, puisque en Europe, la Banque centrale européenne vient leur donner 489 milliards à 1% sur 3 ans en décembre, puis 529,5 milliards sur 3 ans à 1% fin février, et c'est 1000 milliards à peu près qui sont cadeaux. Alors, que font les banques avec ça? Est-ce qu'elles financent l'économie? Est-ce qu'elles financent les ménages? Est-ce qu'elles financent les entreprises? Pas du tout. Beaucoup d'entre elles remettent cet argent sous la protection de la Banque centrale européenne, qui en réalité leur donne que 0,25. Donc, pour payer le refuge de la Banque centrale européenne, elles perdent 0,75. 1 moins 0,25. Ça prouve qu'elles n'ont aucune confiance dans les autres banques, aucune confiance dans l'économie, et qu'elles savent bien qu'elles portent ce qu'on appelle aujourd'hui des effets toxiques dans leur coffre. J'entends bien, mais alors, si les banques d'aujourd'hui refusent le crédit demandé par la petite PME du coin, votre programme spatial pour aller sur Mars, laissez-moi vous dire que vous allez avoir des problèmes pour le financer. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut sortir de ce système. Alors, la première porte de sortie, c'est évidemment cette séparation
des banques. Il faut couper les banques en deux. Alors pour ça, il faut une commission parlementaire. Un président de la République ne peut pas tout faire, comme parfois Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une proposition que d'autres candidats ont dans leur programme, hein, vous le savez, ça. Non, parce que moi, c'est couper les banques en deux. Eux, à part Mélenchon, qui va à peu près dans mon sens, pour François Hollande, c'est les activités. Séparer les activités. Sous le même toit. Oui. Et moi, je dis sous le même toit, l'inceste financier, fatalement, continuera. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, qui est lié au premier, il faut revenir à un crédit productif public. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce qui se passait avant 1973 et qui a été aggravé par des lois de 93 et 98, où personne ne peut plus donner d'instructions à la Banque centrale et en même temps, la Banque centrale ne peut pas faire d'avance au Trésor. Donc il n'y a plus de possibilité pour l'État d'émettre du crédit à long terme à faible taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut emprunter auprès des banques. Et il emprunte auprès des banques qui le tiennent. Parce que les banques lui prêtent à un taux plus élevé auquel elles-mêmes ont emprunté. Donc les banques s'enrichissent au détriment des États. Et elles finissent par les étouffer. Et premier cas d'étouffement, dans la tricherie, dans les montages, dans les Jeux olympiques, dans tout ce qu'on a pu voir, la Grèce, où la Grèce, on lui impose un saccage social, une véritable destruction, mais ce n'est que le premier domino de quelque chose qui continuera si on ne l'arrête pas. Politiquement, et c'est la dernière minute qui nous reste pour cet entretien, qu'est-ce qui se passe si vous êtes élu président de la République au mois de mai? Il y a des élections législatives. D'abord, il y a relativement peu de chance. Très franchement. C'est vrai? Non, tout le monde le sait. Mais ce que j'espère être... Moi, j'ai pas le droit de... Je suis obligé de faire semblant de penser que vous pouvez l'être. Vous êtes plus gentil que d'autres journalistes. Et alors, que se passerait-il? Non, mais on est déjà allé sur Mars, donc on est quand même pas une science-fiction. Il faut aller simplement à Bruxelles et dire l'Europe a dérivé, il faut en changer. On va faire ensemble de grands travaux dans l'Europe telle qu'elle existe, comme disait De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, et encore plus loin, de l'Atlantique à la mer de Chine. Et on va créer quelque chose à l'échelle eurasiatique, et aussi on va mettre la pression sur les États-Unis pour qu'ils changent de politique. Et à ce moment-là, on pourra avoir cette politique d'intérêt commun, où on développera les pays du Sud, et en particulier, on développera l'Afrique. Il faut en finir avec la France-Afrique, et par exemple, un de mes projets, c'est remettre le lac Tchad en eau, et en faire le poumon d'eau de l'Afrique centrale pour nourrir 100 millions d'êtres humains. Et comment vous faites? Il faut de l'argent. Et je dirais, une des façons de faire, pour faire moins d'argent, on enlève nos troupes d'Afghanistan et on les envoie pas faire la licorne ou la turquoise, mais travailler à aider à cette édification de canaux pour amener de l'eau dans le lac Tchad avec les Africains. Alors évidemment, on aura un problème immédiat, c'est que ce qu'a causé notre intervention en Libye, c'est qu'il y a des armes partout et qu'il y a un danger permanent pour la sécurité des gens qui sont là-bas. Jacques Cheminade, merci. Un monde sans la cité ni Wall Street, un grand chantier pour demain, qui m'a servi de guide pour cet entretien. C'est votre livre paru aux éditions L'Harmattan.